Monsieur le ministre, le peuple français ne réclame pas une loi de circonstance ni un plan zéro papier au ministère de la Justice. Non, il demande une révolution pénale et carcérale qui érige la protection des Français au rang de priorité vitale de la nation. Je vous parle comme mère de famille. Je vous parle au nom de ces parents qui constatent que vous n'avez pas su protéger Liana, Elias, Lola, Philippine, Thomas, Nicolas et des milliers de victimes du laxisme d'État. Au nom de tous ces parents qui ont peur pour la vie de leurs enfants, je veux vous adresser ce message. Il faut agir ou partir maintenant. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Garde des Sceaux. Monsieur le Garde des Sceaux, connaissez-vous la différence entre un terroriste et un pédocriminel? Un terroriste, on le surveille et on cherche à l'interpeller avant qu'il ne passe à l'acte. Un pédocriminel, on le laisse tranquille jusqu'à ce qu'il bâillonne, qu'il viole et qu'il tue une enfant de 11 ans. Et pourtant, l'information était là. En 2017, signalement contre Jérôme Barella pour relation non consentie avec une mineure. L'information était là. En 2021, licenciement de Jérôme Barella pour comportement inapproprié. L'information était là. En 2022, nouvelle plainte contre Jérôme Barella pour viol sur mineur de 7 ans. L'information était là. En 2025, nouvelle plainte enregistrée contre Jérôme Barella en Haute-Garonne. L'information était là. À chaque étape, rien n'a été transmis, rien n'a été relié, rien n'a été communiqué. Comment... Monsieur le Premier ministre, troisième jour de l'été est déjà une canicule comparable à celle de 2003. Troisième jour de l'été est déjà le spectacle de votre impuissance et de notre régression. Admirez la méthode. Les accidents de la route tuent 3500 personnes par an. Édouard Philippe a imposé le 80 km/h avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire aucun. Près de 1000 homicides chaque année, vous multipliez les minutes de silence avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire aucun. La chaleur tue 5000 Français par an, vous distribuez des bouteilles d'eau avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire aucun. Pendant ce temps, nous accélérons notre tiers-mondisation. Nos trains s'arrêtent en rase campagne et laissent les voyageurs suffoquer. Cela n'arrive ni en Espagne, ni au Vietnam. Ici, on attend que ça refroidisse. 93% des écoles n'ont pas la climatisation. Nos EHPAD non plus. Est-ce cela la 7e puissance mondiale? Votre réponse, des ZFE et des malus. Ou le congé climatique des écologistes. Ils nous expliquent que la climatisation serait un péché climaticide dans un hémicycle, lui, parfaitement climatisé. J'espère qu'on ne vous dérange pas, chers collègues. Coupez donc le chauffage cet hiver. Pire, votre marché de l'énergie a payé hier nos producteurs pour débrancher leurs panneaux solaires en pleine canicule plutôt que de stocker du froid par la clim. Quelle honte! 800 millions de Chinois, 3 fois plus pauvres que les Français, sont équipés en climatiseurs. 90% des Américains, 90% des Japonais. Que nos aînés en EHPAD se rassurent, le gouvernement ne leur offre pas la fraîcheur, mais leur propose l'euthanasie à compter du 15 juillet. La portée de cet amendement dépasse largement le cadre médical. En effet, la protection de ce cadre médical, il touche profondément. Excusez-moi, je suis très émue en défendant cet amendement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant que nous discutons aux Pays-Bas, pour la première fois, on a euthanasié un enfant de moins de 12 ans. Donc je suis un peu émue en défendant cet amendement qui institue cette irresponsabilité pénale. Parce que il touche, évidemment, cela touche évidemment à la confiance qui s'établit entre un patient et un soignant. Et en faisant cela, je trouve que le législateur affaiblit vraiment la protection pénale de la vie humaine, on en a la preuve, et il ouvre une brèche dont la portée symbolique et pratique est considérable. Donc c'est pour ça que je vous demande de supprimer cet alinéa à l'article 2. Et la mécanique d'euthanasie et de suicide assisté est en fait une mécanique que l'on n'arrête pas. C'est ce que notamment des gens aux Pays-Bas qui à l'époque soutenaient des textes en faveur de l'euthanasie nous disent avec 20 ans de recul désormais, c'est-à-dire qu'une brèche s'ouvre et que cette brèche, elle crée de plus en plus de pression vis-à-vis des personnes qui sont malades et plus en plus de pression
par ricochet vis-à-vis de la société. Et que ce faisant, les personnes qui se trouvent en situation de faiblesse, et de façon assez évidente, les personnes qui vont demander à recourir à l'aide à mourir sont des gens qui sont à minima dans une situation de faiblesse physique extrêmement importante, peuvent, sans s'en rendre compte, ressentir cette pression. Et donc la demande, si vous voulez, elle n'est pas pure et parfaite. Elle est influencée par cette mécanique-là, cette mécanique sociale de l'euthanasie et du suicide assisté. Nous aurons beaucoup de débats dans les prochaines heures sur ce sujet, mais il faut sortir de l'illusion que mettent en avant les promoteurs de ce texte. La liberté, dans ce cas précis, n'est pas totale. Elle est influencée par le milieu et elle est influencée par les pressions de la société. Merci, monsieur le député. Quelle est la... Voici des amendements qui jouent un petit peu avec le feu. On voit bien les deux écoles de députés favorables au suicide, quelle que soit sa forme. Elles sont très nettes. Il y a ceux qui sont pour le suicide assisté et exception suicide délégué, et ceux qui veulent ce que vous appelez le libre choix. Alors nous, on est embêtés sur le vote de ces amendements parce que, d'abord, on ne veut pas être caution de ce texte. Nous, les opposants que nous sommes, en grande majorité ici sur ces bancs, on ne veut surtout pas être caution de ce texte. Et puis, on entend que, sur beaucoup de bancs, si ces amendements sont intégrés, il n'y a plus d'équilibre. Le fameux équilibre, je mets des guillemets, je n'y crois pas. Hein. Il n'y a plus d'équilibre, vous l'avez dit, madame la rapporteure. Si ces amendements sont votés, il n'y a plus d'équilibre du texte. S'il n'y a plus cet équilibre, et vous l'avez dit, madame Brousseau, il n'y a plus de majorité parlementaire dans cette assemblée pour le voter. Avouez que pour nous, c'est tentant. Non, on est très sérieux. Nous, notre objectif, c'est de combattre le texte. C'est de le battre au final, dans le vote définitif. Alors... Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Messieurs, Dames les rapporteurs. J'interviens assez peu sur ce texte, mais ce que j'entends depuis tout à l'heure, effectivement, me donne envie d'intervenir. Est-ce que les infirmiers sont soumis au serment d'Hippocrate? Que je sache, non. L'amendement... Oui, c'est que les médecins. Bah oui, laissez-moi terminer. Vous me coupez, vous n'écoutez même pas l'argumentaire. C'est normal que vous compreniez rien. Les médecins sont soumis au serment d'Hippocrate. Sur quoi était basé l'amendement qui a été voté quand vous étiez tous absents tout à l'heure? Sur le serment d'Hippocrate. C'est pourquoi les infirmiers ne sont pas dans cet amendement. En réalité, au Rassemblement national, on a proposé en amont des amendements qui visaient à supprimer médecins et infirmiers du dispositif d'injection létale, ce qui malheureusement n'est pas passé, puisque pour le coup, vous étiez déjà là, à ce moment-là. Mais il s'est avéré que, comme n'importe quel député ici, on fait ce qu'on appelle des amendements de repli. On essaye par divers moyens d'obtenir ce qu'on a envie. Donc on a déposé des amendements pour supprimer les infirmiers uniquement du dispositif et les médecins uniquement du dispositif. L'amendement qui a été voté tout à l'heure quand vous étiez en train de manger vos desserts, c'était un amendement qui, en réalité, n'avait pour objectif que de se baser sur le serment d'Hippocrate et donc de supprimer les médecins du dispositif. Mais pas du tout, madame la rapporteure. Mais je vous dis même que c'est le contraire. Dans tous les pays où l'euthanasie suicide assisté est légalisée, dans tous les pays, il y a recours aux personnes qui décèdent pour faire des greffes d'organes. Donc ce n'est pas une hypothèse. Ça va vraiment se dérouler. En Belgique, ainsi, ça va vraiment se dérouler. Et d'ailleurs, les critères de Maastricht, que vous connaissez probablement, qui sont les critères de don d'organes, expriment très clairement que le don d'organes sera possible en cas d'euthanasie. Donc il n'y a pas de doute, ça va arriver et nous souhaitons que ça n'arrive pas. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une source évidente de risque de pression, évidente. Enfin, c'est même pas la peine que je vous explique pourquoi. Donc au moins ne prenons pas ce risque et je vous propose d'adopter l'excellent amendement à ce sujet de M. Hetzel. Merci monsieur le député. Monsieur le rapporteur Juvin. Merci Madame la Présidente. Oui, mais je vous ai écouté, Monsieur Juvin. Mais vous m'accorderez que les personnes dont on parle, dont le pronostic vital est engagé, de façon irréversible, vous m'accorderez que dans la totalité ou la quasi-totalité absolue des cas, il y a des dégradations. Vous le savez, je suis en désaccord. Je suis en désaccord avec vous, mais écoutez, non, mais c'est votre avis, non, mais je ne le partage pas.
Pardonnez-moi, et il n'y a pas que les sachants et les ignorants, il y a des confrontations d'expérience. Est-ce que Merci Madame la Présidente. 3 points. Premier point pour réagir à ce qu'a dit le rapporteur général sur l'article 2. C'est faux ce que vous avez dit, Monsieur le rapporteur général. C'est faux. Nous avons voté, vous avez voté, un article 2 qui permet l'administration d'une substance létale par un infirmier. Mais les médecins, on les a supprimés. On a voté, Monsieur le rapporteur général. Ça vous gêne, je le comprends. Mais on l'a voté souverainement, démocratiquement. Au moment où nous parlons, vous avez menti, je suis désolé, au moment où nous parlons, il n'y a plus les médecins. Il n'y a plus les médecins. Or, vous avez stipulé qu'il était encore présent, et c'est faux. Deuxièmement, on a parfois l'impression quand même que certains vivent un peu dans un monde parallèle à la réalité. Chers collègues, cet article 3, qui est un article légistique, qui concerne la santé publique, le code de la santé publique. La santé publique, pardonnez-moi de vous rappeler une réalité, ça concerne les personnes vivantes. Le soin à la personne, c'est le soin à une personne vivante. Il ne peut aucunement y avoir une notion de suicide qui soit assistée ou déléguée dans un code de santé publique. Et enfin, monsieur le rapporteur général, vous nous disiez tout à l'heure, vous tentez de détricoter le texte, de le déséquilibrer, de le rendre un peu bancal juridiquement. Oui. Et on l'assume. Et si on peut le rendre encore plus bancal juridiquement, voire inapplicable, bah franchement, on ne va pas se gêner. Je vous remercie. Pour le 164, Monsieur N. avait appelé, alors c'est pas très juridique, mais l'exception d'euthanasie. La rapporteure et la ministre, et je m'en réjouis, émettent des avis défavorables, mais vous y opposez plus par souci d'un équilibre politique, équilibre un peu surjoué, équilibre bien fragile, avec une règle apparente d'auto-administration. Mais sur un tel sujet, c'est pas l'équilibre politique que nous devons rechercher, c'est l'équilibre éthique. Et là, nous avons une question éthique qui est profonde, puisque ça vient impliquer un tiers. Et cette implication, cette participation du tiers sur l'administration d'une substance avec l'intention de provoquer la mort, elle a une portée. Elle a une portée pour la personne qui reste et qu'on ne mesure pas assez, psychiquement, psychologiquement, avec tout ce que cela peut supporter, surtout quand ce n'est pas nécessaire. Je le dis parce que là, on implique, c'est la réponse de la société, où on fait impliquer le soignant alors que sa participation n'est pas nécessaire. Et là, c'est d'une gravité profonde sur la personne elle-même qui demeure. Je pense aujourd'hui qu'on doit modifier le droit d'une main très tremblante. Mais là, on est sur un élément majeur qui montre d'ailleurs là où vous voulez aller à terme. C'est sur une liberté totale qui fait fi de ceux qui, finalement, interviennent au plus près des malades dans ces moments ultimes. Merci Madame la Présidente. Madame Simonet, d'abord, ne faites pas celle qui n'a pas compris, vous connaissez parfaitement le texte. Ce que je dis simplement, c'est que par cet amendement, j'espère sortir la mission de service public et donc les établissements qui sont de culture religieuse. Encore une fois, j'accepte évidemment que vous puissiez être pour la loi. Il n'y a pas de sujet. C'est évidemment le débat politique. Et vous avez raison de défendre ce que vous croyez être bon. Je vous dis simplement qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main l'idée qu'il y a en France des établissements de santé qui sont d'un type particulier parce qu'ils ont une culture religieuse et mettre dans le même sac les établissements publics qui participent au service public, qui sont de culture religieuse et ceux qui ne le sont pas. C'est uniquement ça que je dis et je note que vous souhaitez aussi, mais c'est une information intéressante, on le verra un peu plus tard, que les établissements privés de soins privés ne participent pas à la mise en place de l'euthanasie. Je le note, je pense qu'il y a donc des établissements qui seront, selon vous, c'est une très bonne idée, où il ne sera pas possible de réaliser l'euthanasie, le suicide assisté, c'est ce que vous venez de dire, et je le note avec intérêt pour l'avenir. Merci, Monsieur Juvin. Donc 150 millions d'euros saisis en 2025. Nous avons eu 186 déferments là où il y en avait eu 53 en 2024 et 157 écrous là où il y en avait eu 38 en 2024. Donc cette action, elle va se poursuivre
inlassablement, avec la même énergie. Vous pouvez compter sur ma parole, sur celle du préfet au local. Je veux insister, il s'est déplacé sur le terrain, il est allé au contact des élus, des populations. Nous allons poursuivre cette action qui implique aussi, et monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères le sait, qui implique aussi nos partenariats internationaux, nos partenariats locaux. Et nous travaillons aussi, notamment avec le Brésil et d'autres pays, pour combattre l'orpaillage illégal. Mais le but, c'est bien, croyez-moi, de l'éradiquer et de le combattre définitivement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, ça fait plus de 30 ans que ça se poursuit. En attendant, c'est toute la population de la Guyane qui est intoxiquée au mercure. Donc vous êtes responsable de cette situation. C'est le nouveau chlordécone qui vous pend au nez. Merci beaucoup, monsieur le député. Et l'idée, c'est de le fluidifier, mais il ne s'agit pas de régulariser, comme vous le dites, il s'agit d'appliquer des dispositifs légaux qui ont été prévus par les textes et qu'on demande simplement au préfet, d'une part, d'autre part aux opérateurs de l'hébergement d'urgence de les mobiliser. Voilà, monsieur le député, ce que je peux vous dire. C'est une lecture un peu différente que celle que vous venez de donner. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, les conditions, c'est vous qui les assouplissez. Avec Marine Le Pen, nous l'assumons. Nous sommes pour la préférence nationale. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il ne s'agit pas de préférence nationale. Franchement, là, vous faites des polémiques politiques. C'est un sujet presque d'humanité. D'humanité, monsieur le député. Vous en êtes manifestement très éloigné. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Malheureusement pour les Corses, cette Assemblée l'a rejeté et elle a même adopté l'amendement numéro 111 de la France Insoumise avec les voix des députés nationalistes corses. Les Corses ont donc vu leurs propres députés voter contre la priorité régionale proposée par le Rassemblement national pour mettre sur un même pied d'égalité les Corses enracinés et ceux qui viennent à peine d'arriver. Voilà un des désaccords majeurs avec ce texte. Pendant qu'il reconnaît les singularités de la Corse, il refuse de lui donner les moyens d'en assumer les prérogatives. C'est là toute sa contradiction. Mais de quelle forme d'autonomie parlons-nous? Celle basée sur la rente et l'entre-soi? Celle qui promeut un monde où règne le zèle et le toujours plus? Celle qui concentre tous les pouvoirs en une seule main? Je rappellerai feu l'ancien président de l'Assemblée de Corse, M. Boukine, président communiste de l'Assemblée de Corse, qui avait dit lors de l'arrivée du dernier statut qu'on allait créer un roi de Corse. J'en veux pour preuve, mon collègue a évoqué la consultation des maires tout à l'heure. Pour l'exemple, consultation qui s'est faite par mail, envoyée samedi à 18 h, avec un retour demandé dimanche soir, 24 h. Vous imaginez tous les maires lire leur mail, bien sûr, un jour de fête des pères. Et comble de la démocratie, en ce jour de fête des pères, à défaut de réponse, la commune serait réputée favorable. Voilà une idée de la démocratie que je ne me fais pas. En ce qui me... Oui, merci Madame la Présidente. Je crois que nous nous efforçons depuis le début d'avoir un débat digne sur ces rangs. Et moi, je ne peux pas laisser passer ce qui vient d'être dit. Il y a quelqu'un qui a prononcé le mot d'industrialisation de la mort. C'est absolument indigne. C'est absolument indigne et je me demande la représentation que vous avez dans votre esprit et pour qui vous prenez les médecins. Mais les médecins, industrialisation de la mort, mais vous les prenez pour qui? Je trouve ça absolument honteux et pas digne du débat que nous avons. Merci, monsieur le député. Monsieur Juvin. Merci, Madame la Présidente. Je m'adresse, si vous me permettez, je voudrais répondre à la remarque de Monsieur Pilato qui dit en fait, ne soyez pas inquiets, dit M. Pilato, s'il existait demain un médicament qui permettrait de guérir la douleur, et donc que, en fait, nous ne soyons plus sur une douleur réfractaire au traitement, la loi ne pourrait pas s'appliquer, effectivement. En réalité, je crois que vous vous trompez, vous faites une mauvaise analyse, M. Pilato, parce que à l'article 4, alinéa 8, il est dit la chose suivante, soit... Et l'amendement suivant, le 1081, Monsieur Benz. Merci Madame la Présidente. Un amendement identique donc parce que votre texte, il propose aujourd'hui et en l'état le suicide assisté ou le suicide délégué.
Suicide assisté, personnel, avec une administration de substance létale auto-injectée. Et une deuxième possibilité, en l'état du texte, de déléguer cet acte létal à une tierce personne, en l'occurrence un soignant, en l'occurrence un médecin ou un infirmier. Mes chers collègues, les soignants ne veulent pas de ce texte, ils ne veulent pas de cet acte létal. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission. Et pour cause, dans le serment d'Hippocrate pour les médecins, il est dit quoi? Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Jamais. Et donc c'est logique qu'aujourd'hui, ils le refusent, parce que vous me direz peut-être derrière, oui mais il y a la clause de conscience. Les médecins ne seront pas obligés de le faire. Heureusement, heureusement. Mais le serment d'Hippocrate, excusez-moi, il s'applique pour tous les médecins et pas seulement certains. Donc il faut supprimer la possibilité pour un médecin de provoquer la mort de manière délibérée. Je vous remercie.